Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc après les gardiens et les attaquants, on se retrouve cette fois pour les entraîneurs. Nous, toujours dans ce même concept, mais aujourd'hui c'est pas top 3, c'est top 2, puisqu'on a décidé d'accueillir un héros parmi nous, Monsieur Antonin Védrine qui est là. Salut Anto. Bonjour à tous. Donc Adrien et Cédric sont toujours là, eux. Salut tout le monde. Et donc on a décidé cette fois de vous faire les entraîneurs. Donc chacun d'entre nous, on a pris deux entraîneurs qui nous ont marqués footballistiquement. Alors on vous disait, hein, on a un peu le même concept, hein, c'est pas forcément les deux meilleurs entraîneurs de toute l'histoire du foot auxquels on a pensé, même si, vu les noms, ils vont être quand même relativement bien classés. Mais c'est ceux qu'on a le plus aimés, c'est ceux dont la philosophie de jeu aussi nous intéresse le plus. Et on a décidé de commencer avec du franco-français, puisque Adrien, tu vas nous révéler ton premier choix. Un choix de cœur qui se porte sur un entraîneur qui nous a quittés malheureusement il n'y a pas si longtemps, en mars dernier, c'est Michel Hidalgo. Pourquoi je le choisis? Car c'est l'entraîneur qui est à la base de tout en équipe de France, qui a lancé la philosophie de Jacquet, puis celle de Deschamps. Euh, Hidalgo qui était l'adjoint de Kovac à l'époque, qui est devenu ensuite sélectionneur des Bleus à partir de 75. C'est lui qui a fondé l'équipe de France, notamment autour de Platini, Rocheteau ou Bossis. Et malgré quelques désillusions au début de sa carrière en tant qu'entraîneur de l'équipe de France, c'est lui qui, quand même, qui nous a apporté le premier titre majeur français, bon, qui est l'Euro en 84 face à l'Espagne, à domicile en plus, donc c'est le premier trophée qu'on gagne à domicile. Aussi, bon, il y a la fameuse demi-finale perdue en 82, je pense que Antonin la connaît très bien, la demi-finale de Séville, donc on perd au tir au but face à la RFA. Que de beaux parcours hein, qu'on a eu avec cette équipe de France qui méritait de gagner beaucoup plus de trophées. Mais je pense que c'est un entraîneur qui a insufflé de nouvelles choses au sein d'une équipe de France qui n'était pas au top de sa forme à l'époque et qui a évidemment influencé, comme je l'ai dit au début de cette vidéo, Jacquet avec sa philosophie qui a été ensuite reprise par Deschamps. Vas-y Anto. Ouais, alors moi, pour parler rapidement sur Michel Hidalgo, ce qu'il faut savoir, c'est que la France des années 80, donc entraînée par Michel Hidalgo, est considérée comme la France la plus joueuse, esthétiquement parlant, qui était la plus agréable à regarder. En fait, Michel Hidalgo a été le premier sélectionneur en équipe de France qui a opté pour 4 numéro 10 au milieu de terrain. C'est-à-dire on avait Luis Fernandez, Michel Platini, Alain Giresse et parfois Genghini, qui étaient tous des joueurs de ballon et qui étaient des milieux offensifs dans leur club respectif. Et bien, ces 4 joueurs se retrouvaient alignés sur la compo, ce qui faisait une équipe de France super joueuse, super agréable à regarder. Et comme a dit Adrien, je pense que l'équipe de France aurait dû gagner beaucoup plus de titres, donc notamment le Mondial 82, où là, il y a eu des décisions arbitrales en leur défaveur. Et après, suite à la victoire sur l'Euro 84, on était un peu considéré comme à l'époque le Brésil d'Europe. C'était le surnom qu'on accordait à l'équipe de France au lendemain de la victoire. Cédric. Non, mais après, on a tous cette image en tête contre l'Allemagne. Hein. On l'a tous, cette image de cette sortie du gardien là, et qui a fait scandale, alors que l'équipe de France était largement au-dessus sur le match. Bon, elle se fait reprendre dans les prolongations après, mais je pense que sur le match, on peut le refaire 15 fois. 15 fois, l'équipe de France peut aller au bout. Malheureusement, l'arbitre n'était pas de notre côté à l'époque. Non, Hidalgo, moi, je ne l'ai pas connu. Je ne pourrais pas vous en parler pendant 10 ans. Mais en tout cas, l'équipe de France, en ayant revu quelques matchs qui ont été rediffusés il y a quelques temps, oui, l'équipe de France clairement proposait un jeu magnifique. Après, comme l'a dit Antonin, il y avait des joueurs de haut calibre dans cette équipe. Donc, c'était en soi pas tellement étonnant. Même si là, je pense qu'on voudrait refaire la même chose en ce moment, ça serait compliqué parce on l'a souvent reproché à Deschamps justement de ne pas mettre beaucoup de joueurs offensifs dans son équipe. Donc quand il l'a testé, ça n'a pas bien marché. On avait l'exemple quand il a voulu le faire avant la Coupe du Monde que ça n'avait pas très très bien marché. Donc c'était un autre football aussi, donc il faut le noter. Mais je pense que c'était clairement une magnifique équipe à avoir joué.
Alors, je vais vous spoiler un petit peu, puisque dans un instant, on va faire celui d'Antonin qui sera Didier Deschamps. Alors, juste pour dire, parce qu'on va peut-être comparer un petit peu les deux dans un instant, mais il y a une grande différence en fait entre Deschamps et Hidalgo. La première différence, c'est le contexte quand ils prennent l'équipe de France. En fait. Quand Deschamps prend l'équipe de France, donc c'est en 2012 après l'Euro, et en fait, si vous regardez sur les 15 dernières années, c'est une équipe de France quand même qui gagne une fois la Coupe du Monde, qui est finaliste dans une autre Coupe du Monde et qui gagne l'Euro. Donc, c'est une équipe de France qui pèse énormément footballistiquement parlant. Alors qu'à l'inverse, quand l'ami Hidalgo prend l'équipe de France à la fin des années 70, c'est une équipe de France qui est la Roumanie en termes de football. C'est-à-dire que Inexistant. Ouais. l'équipe de France n'a jamais rien fait quasiment de son histoire, à part la Coupe du Monde de Juste Fontaine. Sinon, l'équipe de France, en fait, voilà, si je vous parle de l'Albanie aujourd'hui, c'est la réputation qu'avait l'équipe de France à cette époque-là. Exagère pas non plus, exagère pas non plus. Certes, elle avait rien gagné, mais de là à dire l'Albanie, je suis pas d'accord avec toi. Elle avait fait quelques beaux parcours quand même en championnat d'Europe et en Coupe du Monde. Là, il fait quelques beaux parcours. On n'en fait quasiment aucun, c'est-à-dire qu'avant 82, l'équipe de France ne fait aucun bon parcours, à part Juste Fontaine où on fait troisième. Sinon, on ne participe pas à la moitié des Coupes du Monde, on ne participe pas aux championnats d'Europe. Quand on arrive à la Coupe du Monde 82, en fait, les Allemands en demi-finale, en fait, ils ont fait toute la compétition. Les Allemands, la préparation estivale, vous savez, quand vous allez préparer, les Allemands n'ont quasiment pas fait leur préparation. En fait, c'était dans une villa où juste ils s'envoyaient des shots, ils n'en avaient quasiment rien à faire. Ils y sont allés à cette Coupe du Monde parce que l'Allemagne, à l'époque, était une énorme puissance, tout comme l'Italie. C'est d'ailleurs la finale Allemagne-Italie. Et à cette époque-là, ces deux équipes-là dominaient outrageusement. Et quand l'Allemagne tombe sur la France, en fait, la France n'a quasiment rien fait depuis des années. On arrive en demi-finale. À l'époque, c'est deux phases de poule. Et la poule d'avant, c'était Autriche et Irlande, combat un peu difficilement, mais donc qui ne sont pas des cadors. On arrive en demi-finale, en fait, en n'ayant quasiment aucune référence, on va dire. Et on tombe sur cette équipe d'Allemagne. Et au final, c'est le seul match référence, on va dire, depuis 25 ans. Ouais, à peu près. Depuis Juste Fontaine. On n'a quasiment rien fait avant. Et c'est ça aussi le contexte qu'il faut amener, parce que derrière, l'équipe de France fait des choses fantastiques en 84, en 86. Mais donc, c'est une équipe de France qui partait à peu près de zéro avant qu'Hidalgo la prenne. Et c'est un peu différent, on va en parler dans un instant avec Antonin, d'un Deschamps qui arrive. Alors certes, l'Euro 2012, Coupe du Monde 2010, on va dire, on n'est pas fantastique, mais c'est quand même une équipe de France avec un potentiel, avec une vraie histoire maintenant. Et donc, c'est pas du tout le même contexte. Et quand vous devez vous imposer par rapport aux autres nations, l'équipe de France, quand même en 2014, faisait quand même beaucoup plus peur de par son pédigré qu'en 82 où elle avait quasiment aucun pédigré. Et du coup, Antonin, si tu veux enchaîner avec Didier. Ouais, donc voilà, on enchaîne avec Didier Deschamps. Donc pourquoi avoir choisi Didier Deschamps? Moi, je considère que Didier Deschamps c'est un avis, hein, je considère que c'est le plus grand entraîneur et le plus grand sélectionneur qu'on ait eu en France. Pourquoi? Parce que il incarne la réussite. Il incarne la réussite de par son passé en tant que joueur, capitaine, vainqueur de la Coupe du Monde en tant que joueur en 98, vainqueur de la Coupe du Monde en tant que sélectionneur. C'est quelqu'un qui a la haine de la défaite. Partout où il est passé, il a réussi. Donc on commence avec son début de carrière à l'AS Monaco en tant qu'entraîneur de 2001 à 2005. Il arrive à se hisser en finale de Ligue des Champions, donc il perd face à Porto en 2004, mais avec une équipe qui ne règne même pas sur la scène nationale. Derrière, il fera un an à la Juventus de Turin, donc il prendra la Juve quand elle sera reléguée administrativement en Série B, avec des points de retard en Série B. Des grands joueurs étaient restés comme Buffon, Trezeguet, mais c'est quand même lui qui, de par sa discipline et de par sa rigueur, c'est lui qui relève la Juventus, qui la réintègre en Serie A. Derrière, il fait 2 années sans rien faire. Il retourne à l'Olympique de Marseille en tant qu'entraîneur. L'Olympique de Marseille qui n'avait gagné aucun titre de champion de France depuis 92 et la fameuse affaire 93 VAOM, ils se font retirer le titre. C'est lui qui vient redorer l'image de Marseille, qui gagne enfin le championnat de France. Il gagne également par la suite 3 Coupes de la Ligue et je ne suis pas tout à fait d'accord avec toi, Mathis, sur le contexte quand il arrive en équipe de France. En fait, il faut savoir que l'équipe de France doit se relever de la Coupe du Monde en Afrique du Sud en 2010, qui est un scandale terrible. Bon, avec Laurent Blanc, ils font un quart de finale à l'Euro, mais bon, on n'a pas senti une équipe de France vivante, on n'a pas senti une super équipe de France à l'Euro 2012. Et là, Didier Deschamps, il prend les choses en main. Je suis même d'accord pour dire que c'est plus dur de la prendre en 2010 qu'en 2012. Oui, je suis d'accord. Bien sûr, je suis d'accord avec toi. Bon, mais a quand même critique et a eu le plus gros boulot, on va dire.
Oui, bien sûr, non, mais on est d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en fait, Didier Deschamps, il représente pour moi la réussite. Et en fait, il répond à chaque fois à toutes les critiques. À chaque fois, il a des résultats. Il reprend l'équipe de France. J'ai jamais vu un sélectionneur, enfin si, ça doit exister, mais un sélectionneur qui enchaîne une bonne Coupe du Monde 2014 en quart de finale, va à l'Euro en 2016 qu'on doit gagner en finale. Au final, gagne la Coupe du Monde. Alors oui, esthétiquement, on va me parler du jeu, On s'en mais branle, comment? on a gagné. Voilà, Quand tu gagnes une Coupe du Monde, tu t'en branles de l'esthétisme. Ouais. les personnes qui Ça, c'est les Belges qui vont te répondre ça, mais Quand tu vois que la première Coupe du Monde de l'Italie est gagnée par le Catenaccio, après, et Non, mais le juste style pour de jeu, répondre, on s'en fout, quoi. juste en pour répondre, bah, à vous trois, du coup, puisque vous êtes d'accord avec ça. En fait, là, le souci, c'est que la vision, elle est française. C'est-à-dire qu'on dit on s'en tape parce qu'on est champion du monde. Sauf que le problème, c'est que là, on est censé, on va dire, juger les entraîneurs. C'est-à-dire, en gros, on retire notre nationalité, on regarde tous les entraîneurs un petit bien peu sûr. comme Et s'ils n'en bah, avaient pas. Mathis, à bout Et d'un donc, moment, un entraîneur, tu lui demandes quoi? Tu lui demandes de faire gagner ton équipe. C'est ça. non, j'arrive, Alors, du j'arrive. coup, que ça soit beau, que ça soit pas beau, il a fait gagner l'équipe. Regarde, Laisse-moi arriver. Mourinho, il n'a pas proposé un beau jeu depuis peut-être Porto, et encore. Et Mais une pourtant, personne, ça reste un entraîneur qui a gagné peut-être le plus de titres que de tous les entraîneurs confondus. Donc au bout d'un moment, tu vas pas demander à un laisse-moi entraîneur arriver. forcément de faire un beau jeu. Laisse-moi arriver. Donc, bah, déjà, l'entraîneur qu'on a gagné le plus, ça sera le deuxième, ça sera, je vais vous spoiler, un choix d'Antonin Védrine, c'est Ferguson qui a gagné le plus de titres. Mais tout ça pour dire, parce que C'est j'ai pour pas te pu en dire. passer une finalement, c'est que C'est de la merde. non, non, mais si on regarde objectivement les champions du monde, donc sans être supporter français, on compare forcément à l'Allemagne qui était championne en titre, et ben force est de constater que l'Allemagne non seulement a gagné et aussi est championne du monde, mais en plus a ravi ses fans et a été très belle à voir jouer, et même pour des spectateurs neutres, on a aimé voir jouer l'Allemagne. L'Espagne qui a gagné avant elle est aussi championne du monde et même championne d'Europe, elle ne s'est pas vautrée en finale. Et en plus de ça, elle était aussi belle à voir jouer. Ce que je veux dire, c'est que je ne suis pas là, d'accord. alors, Moi non plus, si je suis pas jamais, par d'accord. exemple, tu mets Moi, Deschamps au sommet de ta liste, Del Bosque, tu le mets où? Puisque lui aussi est champion du monde, il est même aussi champion d'Europe, contrairement à Deschamps. Et puis, en plus de ça, il a bien joué. Donc, tu le mets où, Del Bosque, par rapport à un Deschamps? D'accord. Alors, ok, bah alors laisse-moi répondre. Moi, je considère que la Coupe du Monde 2010, gagnée par l'Espagne, moi, j'ai pas vu une Espagne rayonnante. Des huitièmes de finale à la finale, ils gagnent tous leurs matchs 1-0. Pas une question Je de vois, score. Là, d'accord, d'accord. même en tant que franco-espagnol, je rejoins totalement Antonin. Le problème, c'est que l'Espagne en 2010 sont arrivés, ils ont galéré contre la Suisse, ils ont sorti un but de David Villa de nulle part, et je pense que c'est ça un peu qui les a transcendés. Et à partir de ce moment-là, tu sens que c'était quand même ils avaient un jeu de possession, mais ça allait toujours, ça poussait, et ça allait toujours dans les derniers retranchements. Tu peux prendre aussi le cas de la demi-finale avec la tête de Puyol en prolongation. C'est deux styles de jeu différents, mais ce qu'on demande à un entraîneur, justement, c'est pas, là où je rejoins Cédric, c'est pas d'avoir du beau jeu ou non, c'est d'avoir des résultats. Et dès que t'as pas de résultats, le premier fautif, c'est l'entraîneur. Donc je pense qu'au moment, si tu gagnes ou pas avec la manière, l'objectif, c'est la victoire. Mais ça dépend. Tu as des clubs qui refusent, alors là, je parle des clubs, mais tu as des clubs qui refusent le mauvais jeu. Le Real Madrid a viré, c'était l'ancien sélectionneur de l'équipe d'Angleterre, l'Italien Fabio Capello, il me semble, Ça, c'est ça, qui s'est fait virer du Real Madrid alors qu'il venait d'être champion d'Espagne. Et il venait d'être champion, donc il avait les résultats, Mais et le Real Madrid après, s'est viré parce ça a toujours été la philosophie du Real. Après, que quand tu vois devant le comment ils Barça ont. qui joue mal, tu crois que le Barça va le garder? Je veux dire, à Non, non, Manchester non. United, celui qui a eu les meilleurs résultats, c'était Mourinho. Il s'est fait lyncher parce que la moitié des supporters ne peuvent pas le blairer parce que United fait très mal. Van Après, Gaal, c'est c'est pareil. une philosophie de La plupart des football. grands Après, ça, clubs, c'est. je regarde, peux terminer quand même. Zianto. Moi, je considère que, et je vais tacler Xavi, je considère que l'équipe de France en 2018, elle a été quand même assez agréable à regarder. On a parlé d'une équipe de France pauvre. Moi, j'ai trouvé une équipe de France super solide. Vous regardez le match contre l'Argentine, les phases de jeu sur les buts, c'est des phases de jeu construites. On est parti d'un 6 mètres de Lloris pour, au final, une passe décisive de Giroud et Mbappé. Les buts sont construits. Je ne comprends pas pourquoi l'équipe de France a autant été critiquée de par son jeu. Euh,
Et ce qu'il faut savoir, c'est que la culture du beau jeu, c'est subjectif. Le beau jeu, pour toi, qui sera le jeu léché du Barça, va demander à Diego Simeone. Pour lui, le beau jeu, Diego Simeone, c'est ce que fait l'Atlético. Est-ce qu'on parle de beau jeu? C'est, pour moi, purement subjectif. On peut prendre autant de plaisir à regarder du football de possession, comme du football direct, ou comme du football. Et là où je rejoins Anto, juste pour 5 minutes, c'est le fait que on critique l'équipe de France, mais ça a été l'équipe la plus prolifique en phase finale de Coupe du Monde en termes de buts. Ce que j'allais dire, c'est celle qui a Donc c'est un peu contradictif. Ça peut strictement rien dire, puisque phase finale, ils ont joué le plus de matchs. Donc forcément, il y a plus de chances plutôt qu'une équipe qui soit arrivée en huitième de finale. Mais pour répondre à Antonin, quand tu dis arrête de dire des conneries, Mathis, en comparant avec l'Espagne, en comparant avec l'Allemagne, en comparant avec les champions du monde, ça a été l'équipe la plus prolifique. On ne parle pas en comparant avec l'équipe qui dépend des matchs. Évidemment, Mathis. Non, mais... Ça, pour revenir à Antonin, quand tu nous dis Diego Simeone, je suis d'accord avec toi. Et honnêtement, moi, Diego Simeone, bon, même s'il a éliminé Liverpool cette année, je suis d'accord que pour moi, c'est plutôt du beau jeu quand je regarde Simeone. Et je vais te dire pourquoi. Pas parce que ça joue forcément bien au foot, mais parce que d'une, c'est maîtrisé et de deux, c'est assumé. Et c'est ça que je aime moins dans l'équipe de France, c'est que l'équipe de France, en fait, elle assume. Elle le maîtrise pas. Elle le maîtrise pas. C'est-à-dire que elle ne maîtrise pas. Elle est championne du monde. Comment tu peux dire qu'elle ne maîtrise pas? Elle est championne du monde. Oui, mais vous voulez que je vous rappelle un match? Le France-Portugal. Je vous garantis que, et je pense qu'à peu près tout le monde est d'accord avec ça, vous mettez l'Allemagne championne du monde de 2014, et même si l'Allemagne nous avait battus en demi-finale, l'Allemagne ne perd jamais ce genre de finale. L'Espagne n'aurait pas perdu cette finale. Ils en ont joué 3 de suite, ils n'en ont pas perdu. Les grandes équipes qui maîtrisent leur sujet, le Real Madrid, ils n'ont pas perdu de finale. Donc pour toi, une vraie grande équipe qui maîtrise son sujet ne perd pas face à une équipe aussi faible que le Portugal. Elle l'aurait dominé. Les Allemands, ils auraient marché sur le Portugal. Ils l'ont fait 10 fois de suite. Mathis, pour toi, l'équipe de France n'est pas une grande équipe du coup. C'est ce que tu es en train de dire. C'est ce que tu es en train de nous dire. Je dis que ça n'est pas une aussi grande équipe que d'autres. Mais évidemment, quand tu es champion du monde, tu es une très forte équipe. Là, on ne débat pas sur le fait de savoir si c'est une bonne ou pas équipe. Évidemment que c'est une bonne équipe. Juste, c'est légèrement en dessous que d'autres grandes équipes. Parce que pour moi, c'est moins maîtrisé, moins léché. Par exemple, tu compares à Simeone parce que c'est un style un peu proche. Je trouve que ce que fait Simeone à l'Atlético est beaucoup plus maîtrisé. Parce que lui, en plus, il l'a fait sur plusieurs années. Il a éliminé à chaque fois des gros cadors. Il l'a refait cette année. Simeone, pour moi, c'est pas maîtrisé. Mais tu ne peux pas comparer entre un club et une sélection nationale. C'est deux choses incomparables. Et tu vois, quand tu me reprochais le jeu sous prétexte que j'aimais pas le jeu de l'équipe de France, si tu fais du Simeone en étant assumé, vraiment propre techniquement et tout, moi, Simeone, j'ai rien à lui dire. Et en plus, ça marche. Mais Didier Deschamps, il assume d'être solide. C'est ça que je comprends pas avec l'argument. Il assume d'avoir une base défensive solide. Va lui parler, je peux te dire que lui, il va l'assumer. Peut-être que des joueurs ne l'assument pas, mais lui va l'assumer. Lui, c'est la victoire et rien d'autre. Juste pour apporter sur un nouveau débat, vous avez donc présenté Deschamps et Hidalgo. Anto nous soutient donc que Deschamps est le meilleur sélectionneur pour lui, toute époque confondue de l'équipe de France. Adrien, toi qui nous as présenté Hidalgo, t'en penses quoi? Moi, je trouve que Deschamps, il est un cran dessus d'Hidalgo, car Hidalgo, c'était, pour moi, c'était pas totalement un leader en tant qu'entraîneur. C'est-à-dire que dans le vestiaire, bon, il y avait cette réputation, comme tu disais, comme quoi Platini contrôlait l'équipe, mais c'était plus, je dirais, c'est pas péjoratif ce que je veux dire, mais c'était plus un papa poule. En fait, c'était un entraîneur qui, qui accompagnait ses joueurs dans le sens où il les soutenait quoi qu'il arrive. Deschamps, c'est plus quelqu'un qui va arriver, qui va dire faut faire ça, il faut aller d'un point A à un point B. Il va te soutenir, mais il aura cet effet de leader en plus qui fait qu'on va pouvoir gagner des titres, ce que n'avait pas forcément Hidalgo, je pense. Mais après, ça s'est transmis, je pense, la philosophie après d'Hidalgo qui a été repris. Jacquet l'assumait d'avoir repris la philosophie d'Hidalgo. Et en soi, si Deschamps en est là aujourd'hui, je pense que c'est notamment grâce à Jacquet et grâce à Hidalgo. Par cette philosophie de pensée. Dans les trois, toi, Jacquet, Hidalgo, Deschamps, tu retiens lequel? Numéro 1? Enfin, moi, en tant que jeu, je connais que Deschamps. Après, enfin, Deschamps. Mais franchement, c'est un truc qui est dur à juger, franchement. Ced? C'est 3 générations différentes. Voilà. Avec 3 générations de joueurs qui avaient chacun leur talent, pardon. J'arrive plus à parler, ça y est. Tu peux difficilement les comparer. Alors oui, même si la philosophie de jeu était entre guillemets la même et les envies étaient les mêmes, tu peux difficilement les comparer. C'est 3 époques
semblablement différentes. Donc tu peux. Non, ça va être très compliqué et je pense pas que tu puisses t'en tirer si tu les compares. Et même, il y aurait pas de cohérence à les comparer. Alors, par contre, je ne sais pas si j'ai mal vu, mais je vois pas moi une ressemblance entre la philosophie d'Hidalgo et celle de Deschamps. Hidalgo, Antonin non, c'est Adrien Parce qui que l'a présenté tout à l'heure. t'as une transition. Style de jeu assez offensif. Deschamps, bon, on l'a décrit juste avant. En quoi ça se ressemble au final? Non, quand je dis la même philosophie, c'est pas forcément de jeu. La mentalité? C'est la mentalité, tu vois, de pousser, d'avoir la hargne, de pousser ses joueurs jusqu'au bout, de pas laisser tomber. Enfin, c'est pas forcément dans le style de jeu, c'est vraiment cette culture franco-française qu'on a de dire, eh ben, on a ces joueurs, on n'est peut-être pas les favoris, mais au moins si on n'est pas les favoris, on va vous montrer ce qu'on a et on peut peut-être gagner des titres. Et d'ailleurs, pour rejoindre cette mentalité, Hidalgo donc, est décédé il y a peu de temps. Et ce qui a eu de beau, entre guillemets, bon, Cédric nous dira que c'est tout le temps la même chose quand quelqu'un décède, mais c'est que tous les joueurs qui l'ont eu en tant que sélectionneur n'ont eu que des éloges envers lui. Et d'ailleurs, ils avaient même fait un dîner avec lui, les anciens de 84, où ils se sont tous réunis, ils étaient tous contents de le revoir. Donc c'est quand même quelqu'un qui, même 30 ans après, a réussi encore à fédérer, on va dire, autour de lui et que les gens s'en souviennent de lui comme une bonne personne. Je suis pas sûr que certains sélectionneurs et autant d'affection. Bon, Deschamps, lui, en aura sûrement autant. Ah bah forcément, avec le parcours qu'ils avaient, je pense que tu mettais avec le même parcours n'importe quel entraîneur, je pense que tu avais la même chose. Tu penses Je pense, pas sûr que certains grands entraîneurs. C'est l'aventure humaine qui les a fédérés. C'est pas. Alors l'entraîneur, bien sûr, est important dans cette aventure humaine, mais pour une même aventure humaine que tu mets Deschamps, Jacquier, Hidalgo, je pense pas que tu aies beaucoup de différence au final. Ouais. Aussi parce que c'est trois entraîneurs qui sont justement assez proches des joueurs et assez protecteurs des joueurs. Mais tu as d'autres entraîneurs, que ce soit des Italiens, des Anglais, etc., qui ont parlé de Capello tout à l'heure. Vous avez beaucoup d'entraîneurs qui ensuite se font démolir. Bah, Guardiola, vous vous souvenez avec Zlatan, il y a beaucoup d'entraîneurs qui derrière se font démolir par leurs joueurs une fois qu'ils sont plus avec. Là, on l'a un petit peu moins eu. Je sais pas, Antonin, si tu as un avis là-dessus. Après, là, on s'écarte un petit peu du débat, non? Oui, c'est vrai. Mais d'ailleurs, on va revenir au débat avec ton nom à toi, Cédric, le premier que tu veux nous faire. Du coup, on va t'en parler à l'instant. Pep Guardiola, du coup. Ouais, peut-être pas Pépé. Hein. Alors moi, je vais parler de Pep Guardiola, mais pour la période Barça. Je m'explique. C'est-à-dire qu'il m'a marqué particulièrement pour cette période parce que c'est là où j'ai, entre guillemets... Ah, on a perdu Antonin. Du coup. Ah, on va le retrouver, t'inquiète pas. Pourquoi est-ce que je vais parler de cette période? Parce que c'est là où j'ai commencé à vraiment plus m'intéresser au foot et vraiment regarder le plus de matchs. C'est-à-dire dans la période où il est arrivé au Barça. 2009, à partir de 2009, c'est ça? 2009-2008, il me semble? 2012. C'est ça. Donc les 4 ans. Et c'est pour moi, de ce que j'ai vu, c'est l'équipe qui a proposé le plus beau football. C'est avec l'équipe qu'ils avaient, c'est le jeu qu'ils proposaient et les résultats qu'ils ont obtenus. Je pense qu'on a difficilement fait mieux. Et que du coup, lui, j'ai souvenir des classicos à l'époque que je regardais, du coup, Real-Barça. Et j'ai souvenir que lui, au contraire de Mourinho, vu que c'était un peu le duel à l'époque, lui gardait toujours son calme et il faisait toujours bien jouer ses joueurs et avait une certaine mentalité. Et c'était assez marquant. Et que du coup, ce beau jeu et réussi à gagner de nombreux titres et eu un palmarès comme ça. Et c'est un peu lui qui a fait émerger aussi des talents comme Messi. Hein. On l'a vu que depuis malheureusement qu'il a plus Messi avec lui, il gagne beaucoup moins de titres, à part les titres nationaux. Donc c'est pour ça que moi, il m'a particulièrement marqué dans la vision et l'approche qu'il avait du football. Et justement, sa partie Bayern et City, t'en penses quoi? J'en pense que sur le plan national, c'est encore exceptionnel ce qu'il arrive à faire. Après, sur le plan forcément européen, ses détracteurs auront beaucoup plus de mal avec lui. Mais bon, je pense qu'il ne faut pas enlever. Non. Après, avec le Bayern, je pense qu'il a eu beaucoup de malchance parce que les matchs contre le Real où il passe pas, je pense que tu peux les refaire. Et le Bayern, limite, doit être champion d'Europe une année. On rappelle qu'il s'est fait éliminer une fois Bayern, une fois Barça, une fois Atlético. Il s'est fait éliminer par les trois grands d'Espagne 3 années de suite. Quand il se fait éliminer face au Real, quand il est avec le Bayern, là, je ne sais plus en quelle année c'est, ça doit être 2015 ou 2016, je ne sais plus. Quand il se fait éliminer du coup contre le Real, je pense que tu peux refaire le match. Tu as des erreurs d'arbitrage qui ont été en faveur du Real, qui ont été manifestes. Adrien, toi, le grand fan du Barça, qu'est-ce que t'en penses? Bah,
sans spoiler la suite, on sait que Guardiola a repris la philosophie de jeu du Barça, donc celui du Total Football. Après, certes, c'était une belle période, puisque durant la période Guardiola, il gagnait une année sur deux la Ligue des Champions, et quand il la gagnait pas, bah, c'était l'équipe qui sortait de Barça qui était championne d'Europe, avec l'Inter par exemple. Après, on sait que tout n'était pas rose au Barça. On peut prendre le cas avec Eto'o, le cas Eto'o-Guardiola. On sait que Guardiola, par contre, quand il arrive au Barça, il a eu l'audace de dire, Eto'o, Ronaldinho, je les veux plus, je veux une nouvelle génération. Et c'est peut-être ça aussi qui a formé le Barça qu'on connaît, hein, le Barça de 2008-2009, qui a été en partie la moitié de l'équipe d'Espagne, championne du monde en 2010. Donc il a su mener, parce que pour moi, c'était pas les transferts, c'était surtout la Masia. Il a su continuer la formation de la Masia et remporter des titres. Antonin? Ah, tu nous entends? Ouais, Oui, je vous entends, je vous entends. Ouais, sur Guardiola, bien sûr, très grand coach qui a su installer sa patte technique et tactique dans toutes les équipes dans lesquelles il est passé. Donc forcément, il a pas réussi sur la scène européenne. C'est ça que je lui reprocherais un tout petit peu avec le Bayern et en ce moment avec City. Bien qu'avec le Bayern, il fait 3 demi-finales d'affilée, ce qui est loin d'être dégueulasse. Mais ouais, très très grand coach de par son intelligence de jeu et de toujours avoir un coup d'avance sur l'équipe contre laquelle il joue. Ouais, moi, je suis assez d'accord avec vous. Moi, j'adore cet entraîneur et je suis d'accord avec Cédric que, évidemment, sa période Barça, c'est la plus forte. Et surtout, quand vous voyez les 4 demi-finales au final qui jouent de suite, dont 2 gagnés et 2 où il va en finale. Mais même contre Manchester en 2008 et contre l'Inter en 2010, encore une fois, c'est lui qui fait le jeu, c'est lui qui domine. Il gagne les 2 autres. Et c'est vraiment écrasant. Mais il faut se souvenir aussi que quand il prend le poste du Barça en 2008, on est en pleine crise financière en Espagne et le Barça est fortement touché. Ils ne peuvent pas, au final, recruter entre guillemets un grand entraîneur. Et c'est aussi pour ça qu'ils vont sur Guardiola, c'est parce que Guardiola c'est un enfant du Barça et qui va coûter entre guillemets rien par rapport à d'autres. Et c'est aussi pour ça qu'ils ont énormément misé sur la Masia et donc Xavi, Iniesta, Messi, Busquets qui sortent. C'est aussi parce que le Barça peut quasiment plus recruter, on va dire, en tout cas pas autant que ce qu'ils font aujourd'hui et qui misent énormément là-dessus. Et je vous rejoins par contre, bon, la période Bayern encore, elle est plutôt bonne, on va dire, vous l'avez dit, avec ses demi-finales pas très chanceuses, etc. Moi, c'est surtout la période City que j'ai envie de critiquer parce que, certes, en championnat, il n'y a rien à dire et même il a été très intelligent parce que quand il prend City, sa première année, elle est pas bonne. Il fait quatrième, il se prend des énormes tolls, notamment un 4-0 à Everton. Il réussit à s'adapter au foot anglais, notamment il a beaucoup parlé des seconds ballons, du jeu de tête, etc. Il réussit à s'adapter, il fait la fameuse saison à 100 points, derrière 98 points. Donc en championnat, il n'y a rien à dire, en coupe aussi. Le gros problème avec City, c'est la Ligue des Champions et j'ai l'impression au final que ça va faire maintenant 12 ans que Guardiola est entraîneur et que au final sa méthode aujourd'hui contre les très grosses équipes dans les très gros matchs, elle ne marche plus parce que on va dire si jamais tu te fais éliminer une fois, un peu comme c'était à l'époque du Barça par exemple, tu peux dire que c'est un pas de chance, je me fais éliminer par exemple contre Tottenham, il y a un but refusé à la dernière minute, etc. Le problème c'est qu'il se fait éliminer 3 années de suite. Quand il se fait éliminer par Monaco, il tombe quand même pas sur la plus grosse équipe du monde à cette époque-là parce que Monaco était une belle équipe, mais c'était pas le fameux Barça ou le Bayern, etc. Il se fait éliminer par Monaco et j'ai envie de dire un peu indignement. Derrière, il se fait éliminer par Liverpool en se faisant complètement démonter. Mais... Attends, juste je finis, après je te laisse la parole. Il se fait éliminer par Liverpool en se faisant complètement démonter. Et derrière, il se fait éliminer par Tottenham, qui, Tottenham, encore une fois, n'était pas un monstre européen. On l'a revu cette année où ils se font vite sortir. Et l'année dernière aussi en finale, où ils ne proposent pas grand-chose au final contre Liverpool. Il se fait éliminer 3 fois de suite face à des non-cadors, entre guillemets, à part peut-être Liverpool. L'année où il perd contre eux. Et ça, c'est pour moi assez dommageable, le fait de ne pas finalement réussir à se réinventer dans les grands matchs. Et surtout, je voulais juste finir là-dessus, souvent des gros échecs tactiques, puisque à chaque fois, si vous regardez dans les grands matchs, il tente des innovations, c'est-à-dire notamment à des postes où je me souviens d'un match où il n'avait pas fait jouer Sterling, le match aller contre Tottenham, où il fait complètement tourner pour privilégier le championnat, en se disant au retour, on va les éclater. Et au final, c'est ce but à l'aller qui les a perdus au retour. Et il y a beaucoup d'innovations tactiques, et même en première ligue dans les grands matchs, où il se perd un petit peu à vouloir innover d'un coup, et où il se viande complet, et il finit par perdre les matchs. Vas-y, Seth, tu voulais dire? Je suis pas totalement d'accord avec toi, mais parce que c'est pas,
Non, c'est que j'ai les commentaires à côté. C'est une conversation autre. C'est-à-dire que oui, forcément, tu vas avoir le parcours en Champions League qui est pas avec une équipe comme City qui est pas forcément révélateur. Par contre, je pense que tu peux ne pas avoir de chance sur certains matchs et comme l'a eu avec le PSG, tu vois, certains matchs que tu dois gagner 100 fois, que tu es meilleur que ton adversaire quoi qu'il arrive, et finalement tu vas les perdre ou tu vas pas passer cette phase-là, mais pas par manque de talent ou par manque de qualité. Je pense que des fois, ça peut arriver une année, 2 années, 3 années de pas avoir de chance. Là, cette année, manque de peau pour eux, je pense qu'ils allaient facilement se qualifier pour les quarts finales. Ils auraient pu faire un beau parcours. Faut pas oublier aussi que la défense de City, c'est pas celle du Bayern, c'est pas celle du Barça à l'époque. Ah, mais c'est lui qui l'a construit. Hein. C'est lui qui l'a construit. Ok, il l'a Il a construit. recruté joueur. Hein. Il a pris aussi un peu, ce qu'il y avait sur le marché à ce moment-là. Oui, mais bon. C'est à lui de. Par exemple, City était sur Van Dijk. Hein. S'il avait recruté Van Dijk, c'est. Ah non, mais d'accord. Après, il y a ça aussi, c'est que toi, comme tu es à fond un fanat de Liverpool, forcément, non, mais le mec de je te prends Van Dijk parce que c'est la référence. Tu vas pas le porter dans ton cœur forcément. Et ça non, mais Guardiola, c'est un entraîneur que j'apprécie énormément. C'est pour ça que j'ai commencé par ça. Mais bon, après, je sais pas, je pense que Guardiola, en ce moment, on a tendance à un peu le dénigrer trop facilement, je trouve. Parce que faut pas oublier que chaque année, il n'y a qu'une seule équipe qui gagne, et depuis 3 ans, enfin en 4 années, il y a eu 3 ans le Real. Donc, je pense qu'il faut aussi remettre un peu de contexte, et que le championnat anglais aussi est vachement plus éprouvant qu'un autre championnat. Alors oui, il y a eu le cas avec Liverpool l'année dernière, mais Liverpool au final ne gagne pas le championnat, gagne la Ligue des Champions. Je pense qu'il faut jauger. Il faut jauger dans tout. Justement, tu nous dis qu'il n'y a qu'une équipe qui la gagne, mais au final, on voit que sur les années Guardiola à City, je parle juste à City parce qu'encore une fois, je reviens sur, pour moi, c'est le plus grand entraîneur du monde à l'époque où il est Barça, voire même encore Bayern. Mais à City, au final, Liverpool fait des meilleures phases européennes, l'Atlético Madrid fait des meilleures phases européennes, Tottenham fait une finale de Ligue des Champions. Donc il y en a des clubs qui ont quand même fait mieux que lui. Et juste, tu nous disais 3 années de suite, au final. Championnat, ils sont où? Oui, mais moi, je te parle Ligue des Champions. Ouais, mais je te parle Tottenham, moi, après. Tu peux pas cumuler les. Et tu me parlais de Tottenham qui se fait sortir par Tottenham, que cette année ils font rien. Ok, cette année ils font rien, mais pourquoi ils font rien cette année? C'est parce qu'au bout d'un moment, peut-être que l'année dernière, tu sais qu'une équipe surperforme une saison, tu sais très bien que la saison d'après, elle va être très très compliquée. Et là, c'est ce qui se passe avec Tottenham. Ouais, mais Tottenham, ils sont tombés complètement en fin de cycle. En plus, ils ont fait l'erreur de virer Pochettino et de remplacer par Mourinho qui change rien. C'est ça. Mais le truc, c'est que je pense que Tottenham n'inverse pas une première ligue contre une finale de Ligue des Champions. Je pense que City l'aurait inversé, eux. Et je pense que le PSG aussi aurait bien aimé faire une finale à ce niveau-là. Mais juste, tu disais les 3 éliminations de City. Au final, contre Monaco, il se fait sortir sans être réellement au-dessus. Parce que souvenez-vous du match aller où le duo Mbappé-Falcao met le feu à City. Et au final, Monaco se saborde presque en prenant 5 buts. Et ils auraient dû se faire éliminer au final. Parce que quand tu mets 5 buts à la maison, tu ne dois jamais te faire éliminer derrière. Derrière, contre Liverpool, il se fait avoir par quelqu'un de plus fort que lui au final. Parce que Klopp le bat en étant plus fort, en mettant ses propres préceptes en étant plus fort. Et derrière, contre Tottenham, c'est Guardiola qui se saborde aussi en mettant une équipe B à l'aller, en perdant ce match aller, qui le saborde au match retour. Adrien, je ne sais pas ce que tu en penses, toi. Non, c'est sûr, mais après, bon, c'est des choix tactiques. Ça, c'est le baba des entraîneurs. Quand tu fais des choix tactiques, tu auras toujours des gens pour ne pas être d'accord avec l'entraîneur. Ça. Mais s'il se fait éliminer comme là, on crée au scandale, quoi. C'est sûr. Oui, voilà, c'est sûr. Après, pour ce qu'il a fait contre Monaco, il y a des choix douteux, comme tu as eu avec Laurent Blanc, avec le Paris Saint-Germain, quand il sort la compo venue de l'espace contre je sais plus quelle équipe. Mais bon, après, ça, c'est des choix d'entraîneur. City, justement. Le City de Pellegrini à l'époque. City. Antonin, toi, t'en penses quoi de la période Bayern City Si je peux parler. Ouais, vas-y. Alors, attends, ouais, on est bien sur Guardiola. Ouais, toujours. Ouais, moi je trouve que sur la scène européenne, comment dire, il a du mal à un peu se réinventer. Et disons que sur les matchs importants, donc face à Tottenham l'année dernière, face à Liverpool il y a 2 ans, on va dire que c'est plutôt un coach qui va mourir avec ses idées. Et quitte à perdre le match, il va rester dans sa philosophie de jeu
et il va pas forcément se réadapter à l'adversaire. Et c'est vrai que pour revenir sur la défense de City, comme tu l'as très bien dit, Mathis, c'est bien lui qui a construit sa défense et il a fait des transferts faramineux au niveau de la défense. Et à part Aymeric Laporte, qui en plus a été blessé, les autres n'ont pas forcément donné satisfaction. Cédric, tu veux conclure sur ton Pep? Non, Pep ça ira. qu'on adore, je l'ai dit une dernière fois. Ça ira, on va peut-être passer à un autre entraîneur. Ok, et donc on va commencer à passer sur notre page hollandaise, puisque Adrien a choisi Johan Cruyff. Et donc moi j'ai choisi Rinus Michels, qui est donc le fameux général des Hollandais de 74, qui a donc c'est lui qui a donc inventé ce fameux football total dont on parle à chaque fois. Et donc on rejoint un petit peu la philosophie de Guardiola qu'il a emprunté à Cruyff, qu'il a lui-même emprunté à Michels. Donc Michels, il a eu une carrière de joueur avant de devenir entraîneur. Il a été essentiellement à l'Ajax, à l'époque c'était un avant-centre. Et donc ensuite il a pris en 65 l'Ajax pendant 6 ans. Il a gagné plusieurs titres de champion. Il a notamment gagné la finale de Ligue des Champions en 71. Il avait fait une finale en 69 perdue. Derrière, il a pris le Barça. Donc il a le même parcours que Cruyff, avant Cruyff, on va dire. Derrière, donc, il prend la sélection hollandaise en 74. Donc, vous voyez ce fameux football total où ils font finale perdu contre la RFA. Il reva à l'Ajax, il reva au Barça derrière. Et donc ensuite, bon, il va reprendre les Pays-Bas, être champion d'Europe en 88. Donc le seul titre gagné par les Pays-Bas, c'est Michels qui le gagne, avec notamment Van Basten et Gullit qui marquent les 2 buts en finale. Et donc, si je voulais revenir sur lui, c'est donc parce que bon, vous le connaissez tous, le football total, mais donc c'est lui qui l'a créé, c'est lui qui a innové là-dessus, c'est lui qui a tout mis en mots. Et en fait, il expliquait simplement que si vous voyez en fait des moments, notamment des Pays-Bas en 74, ce qu'il y a d'assez fou, c'est que donc c'est la fameuse tactique des 11 joueurs qui attaquent, les 11 joueurs qui défendent. Et en fait, ce qui est de plus impressionnant, c'est ce pressing après la perte du ballon. Notamment, par exemple, si vous regardez un match contre l'Argentine, mais il l'a fait plein de fois, c'est tu me mets Cruyff en photo. Mais, euh, mais donc, ce pressing où en fait un joueur argentin récupère le ballon dans le milieu de terrain, vous avez tout de suite les 4 joueurs hollandais qui viennent presser ce joueur. Et en fait, la seule solution, on va dire, pour ce joueur, c'est de trouver une passe offensive vu qu'il est face au jeu. Donc, il cherche à chaque fois le joueur, et puis ça a été dans des dizaines de cas, à donc faire une passe vers ses attaquants. Ces attaquants qui sont libres. Le problème, c'est que les 4 défenseurs sont également montés pour mettre tous les attaquants en jeu. Et donc, à chaque fois, les Hollandais récupéraient le ballon comme ça, puisque toute l'équipe est montée, notamment les 3 milieux, mais aussi les 4 défenseurs, ce qui était un énorme risque, puisque forcément, si un des défenseurs s'endormait et restait derrière, et ben, il couvrait tout le monde, et donc derrière, ça faisait but pour l'équipe d'en face. Mais ce qu'il a réussi à implanter à chaque fois, c'est justement le fait que à aucun moment il y ait un défenseur qui n'y aille pas. Il a réussi à implanter cette mentalité, donc notamment avec Cruyff en maestro devant, qui s'occupait de tout offensivement. Et ce qui a été très fort, voilà, c'est ça, c'est cette philosophie. Après, on va dire, au niveau, on parlait tout à l'heure de la bonne gestion d'Hidalgo. Lui, c'était pas vraiment pareil, il est surnommé le général, et au contraire, il y avait une gestion très dure, très sévère avec les hommes. Et il y a notamment, c'est un petit peu le caractère hollandais. Hein. Généralement, les Hollandais, ils ont du mal à s'entendre. Et justement, il a eu beaucoup de soucis quand il est passé à Cologne après, même quand il était au Barça, sa première session, avant que Cruyff arrive, puisqu'il a entraîné Cruyff au Barça. Avant cette époque Cruyff, il avait beaucoup de mal au Barça parce qu'il n'arrivait pas à imposer ses préceptes. En fait, les préceptes n'étaient pas faciles à comprendre, puisque aller dire à tous les joueurs de se ruer à 11 sur un joueur, c'est pas forcément vous émettez des doutes. Et donc, en fait, il avait beaucoup de mal à amener ses préceptes, et beaucoup de joueurs catalans étaient presque prêts à le virer avant que Cruyff arrive. Et donc, quand Cruyff est arrivé pour jouer avec lui et qu'il le connaissait déjà, là, ça a vraiment marché. Mais donc, tiens, justement, je tenais à dire, il a été élu entraîneur numéro 1 de l'histoire par France Football. D'ailleurs, on a le podium, hein, on va vous parler des 3. Mais donc, le numéro 1, c'est Rinus Michels, qui a, on va dire, révolutionné le foot dans les années 60-70, puisqu'il est à la base, au final, de toute la suite et de ce que nous parlera tout à l'heure Adrien Cruyff. Je ne sais pas si vous avez quelque chose à dire, Antonin. Oui, bien sûr. S'il est numéro 1 au classement de France Football dans l'histoire, c'est que c'est un entraîneur qui a beaucoup apporté par son jeu et par sa patte, justement. Donc, oui, c'est lui qui déclenche un peu le football. Et c'est un précurseur du football moderne. Donc, bien sûr que on va dire, ouais, il peut être considéré comme l'entraîneur le plus grand de l'histoire. Ouais. Ouais, toi, Adrien, donc, qui va parler dans un instant de Cruyff, qu'est-ce que tu en penses de Michels?
Bah, grand entraîneur qui a lancé le Barça qu'on connaît actuellement, Ouais, euh, j'arrive pas. qui, mince, j'ai été coupé. Pardon, qui a lancé le Barça et puis aussi qui a eu ces parcours assez malheureux avec les Pays-Bas, comme tu disais, où peut-être il méritait peut-être de gagner un peu plus de trophées. Quand on sait que actuellement les Pays-Bas, c'est la seule équipe qui fait deux ou trois finales de Coupe du Monde et qui ne les gagne pas. Ouais. Donc, Non. alors que ils ont à chaque génération, ils ont quand même pas mal de joueurs, les Seedorf, les Van Basten et j'en passe. Enfin voilà, plein de générations avec beaucoup de bons joueurs. Mais après, c'est sûr que c'est d'autres philosophies, comme tu disais avec le général, et on voit que quand même à travers le temps, ça a su insuffler notre philosophie de jeu. Ouais. Cédric? Je vais pas pouvoir t'en parler, mais après, je peux te parler un peu plus du style de jeu qui, oui, a été révolutionnaire pour l'époque. Mais après, je pourrais pas rajouter quelque chose de cohérent là-dessus. D'accord. Bah, on va enchaîner du coup avec son successeur, on peut dire Johan Cruyff avec Adrien. Cruyff qui prend exactement ce que tu disais, la suite de Mitchells, qui a le même parcours, hein, qui entraîne l'Ajax, et puis à partir de 88 qui va à Barcelone, et qui finit à entraîner l'équipe de Catalogne. Euh, entre-temps qu'il entraîne l'Ajax et Barcelone, il a entraîné une année l'équipe de FIFA, donc une équipe regroupant certains grands joueurs pour des matchs caritatifs ou autres. Donc on voit que quand même, il avait quand même déjà, malgré sa jeune expérience d'entraîneur, il avait quand même déjà ce charisme à entraîner de grandes équipes et avoir la confiance de la FIFA. Et c'est un beau palmarès en tant que joueur et aussi en tant qu'entraîneur. On a la Coupe d'Europe des clubs champions, donc la C2 à l'époque avec le Barça en 92. On a la Super Coupe d'Europe, plusieurs Super Coupes d'Europe avec Barcelone, la Ligue des Champions avec Barcelone en 94. Aussi la Super Coupe avec l'Ajax. Donc on voit que c'est un beau palmarès étoffé en tant qu'entraîneur. Et c'est lui qui va continuer à insuffler cette philosophie donc par Mitchell du total football par le Hollandais. Après, on peut voir à l'époque déjà par les plus grands joueurs, il était adoubé hein, par Beckenbauer. Il disait que si Gareth Bale et Ronaldo, il valait environ 100 millions d'euros. Il disait qu'à l'époque, Johan Cruyff aurait valu des milliards. Donc même Platini qui dit que c'était le meilleur joueur de tous les temps. Ah bon, après, ça, c'est un autre débat. Mais c'est ce qu'il disait aussi Cruyff, c'est-à-dire que quand il faisait le total football, et c'est ce qu'il a essayé d'insuffler après de plus par rapport à Mitchell au Barça, c'est qu'il disait tout le monde dit que je suis super rapide, que j'ai cette vitesse. C'est pas que j'ai cette vitesse, je suis quelqu'un de lambda en termes de vitesse. C'est juste que je sais analyser la situation et anticiper. C'est ça qui me fait donner un temps d'avance. Et je pense que c'est ce regard de joueur qu'il a mis en tant qu'entraîneur. Et je pense que c'est ça le beau jeu qu'on a voulu voir, c'est que ça va super. On a l'impression que c'est rapide, mais c'est juste histoire d'anticiper le jeu et de pouvoir trouver la solution au bon moment. Mm. Anto? Ouais, donc pour revenir sur Johan Cruyff, ouais, il est considéré comme l'héritier de Rinus Michels et c'est vrai que dans sa philosophie et sa manière de penser, c'est une approche qui est très esthétique, qui est basée sur le beau jeu, comme diraient beaucoup. Et moi, je dirais surtout que Johan Cruyff, il a marqué le monde du football en tant que joueur, mais également en tant qu'entraîneur. Et il a suivi, on va dire, sa ligne directrice. Et c'est ça qui est beau, c'est que ce qu'il a réussi à faire en tant que joueur, il a également réussi à le retranscrire en tant qu'entraîneur. Et pour ça, respect. Mm. Chad? Non, comme on disait, on parlait de précurseur. Lui, je pense que c'en est un, pour le coup. Parce que même si, bon, il y avait Mitchell qui était avant, certes, qui a mis sa patte, je pense que lui, il a repris, il a encore amélioré la formule, qui après a été repris par du coup Pep. Et ce qui moi me marque personnellement, c'est que quand Mitchell était au Barça, Cruyff était joueur. Quand Cruyff était au Barça entraîneur, Pep Guardiola était joueur. Et quand maintenant
Pep Guardiola était entraîneur, peut-être que Messi va finir entraîneur. Et au final, tu te rends compte que ce club, c'est une espèce de boucle comme ça. Et c'est là où je trouve ça très intéressant, c'est-à-dire que c'est une vraie philosophie de jeu à ce niveau-là, et que c'est un vrai état d'esprit, et c'est en fait une âme. Tu vois, que là, le club a une âme, et que le club propose quelque chose qui est global dans le football, en fait. C'est ça qui, D'ailleurs, et qui ça est pourrait vite se magnifique. faire, parce que Xavi va peut-être prendre le poste l'année prochaine. Alors, je dis Messi, mais Xavi ou Iniesta ou un grand joueur qui a marqué cette époque, et qui pour moi, voilà, c'est là où je trouve que c'est réellement intéressant et que ça apporte un plus dans le monde du football. Et que Ouais, tu as été performant dans toutes les époques. mm. Mais moi, ce que j'apprécie le plus avec lui, c'était en fait c'était sa vision du football, en fait, puisque lui, il expliquait souvent que quand on définissait la technique, la plupart des gens pensaient à l'élimination, au dribble, etc. Et que lui, en fait, pour lui, la technique, il l'a toujours expliqué, c'était en fait la science de la passe, la science du contrôle et la science de la frappe, en fait. C'était ces trois choses-là. Et lui, en fait, voyait le foot en se disant, et puis je pense qu'il avait raison, en disant tout simplement que si vous savez déjà faire un bon contrôle et une bonne passe, vous êtes un très bon joueur technique. Même si vous savez pas accélérer, même si vous savez pas dribbler un mec, même si vous savez pas faire des gestes, des sombreros ou tout ça à la Neymar, si, déjà un joueur qui sait faire contrôle-passe, au final, vous voyez qu'il y en a très peu. Et un joueur, par exemple, comme Kevin De Bruyne aujourd'hui, c'est peut-être potentiellement lui le joueur le plus technique, parce que c'est lui le joueur qui voit les choses avant les autres, qui les donne au bon moment et qui perd le moins de temps, on va dire. Et d'ailleurs, ce serait intéressant de faire un débat entre De Bruyne et Neymar pour savoir lequel des deux apporte le plus. Mais quand vous voyez l'efficacité d'un De Bruyne par rapport à la technique d'un Neymar, ce serait intéressant de voir lequel des deux est le plus efficace au final. Et Cruyff était plutôt dans cette philosophie-là de dire à chaque fois, celui qui réussit à faire son bon contrôle sans perdre de temps pour pouvoir tout de suite orienter le jeu sur quelqu'un d'autre et faire évoluer et vivre le ballon, comme disait Adrien, de faire en sorte que le ballon aille très vite plutôt que le joueur aille très vite. Et ben c'était aussi ça sa philosophie. Je sais pas si Antonin veut rajouter quelque chose. À juste on a un petit décalage avec Antonin, c'est pour ça qu'on a 1 ou 2 secondes à chaque fois avant qu'il parle. Oui, oui, je sais pas si vous m'entendez bien. Oui, non, je suis complètement d'accord avec toi, Mathis, sur le fait que la technique se résume, à mon sens, au timing, au sens de la passe, au sens du contrôle, savoir faire la passe au bon moment, savoir faire le bon appel, le jeu sans ballon. Et enfin, Cruyff le résume très bien. Pour moi, la technique, c'est ça, bien plus que savoir faire 1000 jongles ou un sombrero qui serait inutile au jeu. Mm. Petite dédicace là-dessus, elle est au vestiaire, hein, qui travaille lui ses jongles, le travail ses passes. C'est assez catastrophique. Du coup, Antonin, tu vas enchaîner avec ton second entraîneur, toi. Ouais, donc moi je vais enchaîner avec mon second entraîneur si la connexion le permet. Donc j'ai choisi Alex Ferguson. Alors pourquoi Ferguson? Non pas pour parler encore une fois du beau jeu, mais plus pour la culture de la gagne. Donc ça vient rejoindre Didier Deschamps. Donc c'est les deux entraîneurs que j'ai sélectionnés. La culture de la gagne, pourquoi? Parce que Ferguson, il prend l'équipe de Manchester United en 1986. Donc ça sera jusqu'à 2013. Donc 27 années au pouvoir. Et au cours de ces 27 années, c'est 13 titres de première ligue, donc quasiment une année sur deux, il était champion d'Angleterre. C'est l'entraîneur le plus couronné, le plus titré du championnat d'Angleterre, donc avec 13 titres. C'est également 38 titres avec Manchester United. C'est 48 titres au total, ce qui en fait l'entraîneur le plus titré historiquement parlant. Donc sur la scène nationale, dans le championnat considéré comme le meilleur du monde, c'est celui qui, pour moi, a réussi le plus par sa longévité, par le fait de, malgré les années, s'adapter à chaque fois. Bon, et effectivement, il avait une équipe énorme, mais c'est également le coach qui a le plus de pourcentage de victoires en première ligue. Après, seul petit ombre au tableau, c'est en Coupe d'Europe, il n'a pas toujours été, enfin Manchester United n'a pas toujours été aussi fort que sur la scène nationale, mais c'est quand même une Ligue des Champions en 1999 remportée sur le fil face au Bayern Munich. C'est une Ligue des Champions en 2008 face à Chelsea au tir au but en finale. Et après, bon, c'est 2 finales perdues face à l'ogre barcelonais. Mais sur la scène nationale, c'est quelqu'un d'iconique. Et je pense que c'est quelqu'un dont les gens se souviendront pour l'éternité. Donc, pas forcément par ses qualités
d'entraîneur pur, mais plus par ses qualités de manager, savoir gérer un groupe, savoir gérer un groupe de joueurs, un groupe d'entraîneurs, sur la mise en place, etc. Cédric? Après, mince, on est toujours sur Cruyff du coup. Alors attends, bouge pas. Vas-y, Adrien, continue. 2 secondes. Adrien, ouais. Non, ben voilà, hein, tout a été dit. Après, sur Ferguson, c'est sûr que moi j'ai un souvenir où c'était un homme qui avait cette âme de gagner. Et, euh, et pour moi, à l'époque, je me souviens, enfin, des 2 finales de Barça et de Manchester, c'était un entraîneur qui, en termes de jeu, qui me faisait peur parce qu'à chaque fois, je savais qu'il avait un gros leadership et au vu de son palmarès, je pense que ces 2 Ligues de Champions, ça aurait pu lui faire du bien. Après, c'est sûr que c'est un homme qui, un peu je pense à la Arsène Wenger, quand il a arrivé au sein du club de Manchester, il a su aussi redresser un peu les fonds financiers. Et je pense que c'est ce qui lui a permis aussi de faire la carrière d'entraîneur qu'on lui connaît. Cédric, c'est bon? Bah, du coup, ouais, moi, Ferguson, je l'ai connu avec du coup Manchester United comme tout le monde, hein. C'était l'image même phare du club. Pour moi, je vais plus retenir son image, alors vous en avez parlé, mais plus de patriarche. C'est-à-dire que les joueurs étaient prêts à tout pour lui, étaient prêts à se donner corps et âme pour lui, et pourtant il a eu des grands joueurs et il a su fidéliser justement un groupe. Et c'est ça qui a été impressionnant. Et tu vois que les entraîneurs qui sont restés et qui avaient une aussi grande longévité que lui, ils sont rares finalement. C'est Wenger, quoi, celui à qui on compare le plus, on va dire, en longévité. C'est ça, mais bon, au final, en termes de résultats, tu peux pas comparer les deux, quoi. Même si Wenger a eu des très bons résultats dans une période, je pense qu'en termes de longévité, en termes de performance, Ferguson est largement au-dessus. Mm. Mais ouais, je rejoins ce que vous avez dit, c'est-à-dire que c'est vraiment ses capacités de manager, de miser aussi sur la jeunesse, hein, puisqu'on voit que le nombre de joueurs qu'il a réussi à former, enfin former ou à détecter très jeune, on pense à Rooney, Ronaldo, là tu montres des photos, aussi des joueurs qu'il a su garder tout au long de sa carrière, puisque Rooney a fait énormément de temps là-bas, Giggs et Scholes l'ont accompagné tout le long, Michael Carrick aussi. La plupart des joueurs, c'était une des équipes qui fidélisait le plus de ses joueurs, avec Ferdinand aussi qui est resté très longtemps. Et ça, pour moi, c'est aussi une de ses grandes forces, c'est le fait de réussir à faire en sorte que ses joueurs se sentent bien. Alors, effectivement, ça a gagné, donc forcément, ça aide, mais de réussir à fidéliser autant ses joueurs. Et aujourd'hui, on voit que même des grands clubs ont du mal aujourd'hui à garder un joueur 7, 8, 10 ans. Alors, on va dire que même le Real Madrid n'a pas réussi à garder Ronaldo puisqu'il a choisi de partir à la Juve, notamment parce que justement en termes de gestion au niveau du club et notamment avec le président, ça allait pas. Et lui justement, il a réussi en fait à endosser tous les rôles puisqu'il était, il était à la fois au recrutement, donc où il allait valider les joueurs, même si bon, il y avait un directeur sportif qui allait et puis un scouting. Mais le président, bah, après en Angleterre c'est un peu différent parce que les présidents vous en avez jamais parlé, mais justement la figure de Manchester c'était Ferguson, il y avait personne d'autre quoi. Et même les joueurs, on va dire, qui passaient en arrière-plan. C'est aussi ça et les forces, parce que si vous regardez aujourd'hui le Real ou le Barça, le premier nom qui vous vient à l'esprit, c'est Messi. Avant, c'était Ronaldo. Maintenant, ça peut être Benzema, Kroos ou autre. Mais c'est rarement l'entraîneur, en fait, qui vous vient en idée principale. Et c'est aussi souvent à ça qu'on voit que les entraîneurs sont très grands. C'est que le premier nom qui devient quand on évoque cette équipe, c'est le nom de l'entraîneur et pas le nom des joueurs. Et c'est ça qui est fort aussi avec Ferguson. Après, je rejoins ce que vous avez dit, je ne sais plus qui l'a dit pour les Ligues des Champions. C'est vrai que moi, je m'amuse toujours en tant que fan de Liverpool à dire que Paisley, en passant que 7 ans à Liverpool, a gagné une Ligue des Champions de plus que Ferguson en 26 ans là-bas, en 27 ans là-bas. Mais effectivement, c'est sûr que c'est pas. En fait, il est quasiment impossible à comparer parce que personne n'est resté aussi longtemps dans le même club. Donc, alors, je parlais tout à l'heure de Rinus Michels qui a été le numéro 1 par France Foot. Lui était numéro 2, justement, Ferguson. Et c'est vrai que c'est presque impossible à comparer parce que quand on compare à Pep Guardiola, c'est 4 petites années au Barça. Donc, c'est un septième de ce qu'a fait Ferguson. Donc, il est un peu incomparable, quoi. Donc, ce qu'il y a de très fort, je vous rejoins, c'est qu'il a une régularité incroyable. À partir de 93, il me semble qu'il quitte plus le podium jusqu'à 2013. Chaque année, il est premier, deuxième ou troisième avec United. Moi, la seule chose, on va dire, que je pourrais lui reprocher, enfin, lui reprocher entre guillemets, c'est qu'il il tombe dans une période, pour la période
des années 90, c'est la période la plus faible du football anglais quasiment dans toute son histoire. C'est-à-dire que Liverpool, après avoir surdominé les années 70-80, s'effondre dans les années 90. Chelsea, Manchester City, Tottenham, tout ça n'existait pas à cette époque-là. Le seul rival, et encore, c'était faible. Enfin, c'était faible. C'était pas une grosse équipe dans les années 90, c'était Arsenal. Sinon, de temps en temps, vous aviez Blackburn ou Newcastle qui passaient par là. Et on va dire, Manchester United, pendant une dizaine d'années, n'a pas eu de concurrence nationale, un vrai concurrent, comme on pourrait dire Real et Barça, comme aujourd'hui Liverpool et City. Après, effectivement, dans les années 2000, ça se resserre beaucoup plus avec l'éclosion de Chelsea, Arsenal, qui reviennent au top niveau. Mais donc, je finis par le négatif, mais rappelez, oui, je suis d'accord avec Antonin pour dire que c'est un très très grand entraîneur et sans doute un des top 3, top 5 de l'histoire. Je ne sais pas si tu voulais rajouter quelque chose, Antonin, ou quelqu'un d'autre. On est déjà à 1 heure. Oui. Vas-y, Anto. Vas-y, Anto. Oui, juste une chose, c'est que en fait, oui. Donc, l'ambition de Ferguson à son arrivée, c'est vraiment donc encore plus nourrir la rivalité avec Liverpool. Il avait dit, on va descendre Liverpool de son putain de perchoir. Référence il me semble, tu me couperas peut-être, Mathis, aux 18 titres de Liverpool et sur la scène nationale, alors que Manchester United en avait que 7, il me semble. Et au final, après Ferguson, Manchester United passe devant Liverpool en termes de titres gagnés sur la scène nationale et passe à 20 titres. Et l'ambition, dans un premier temps, de Ferguson, c'était vraiment redorer le blason de Manchester United sur la scène nationale et d'en faire l'ogre de la Première Ligue. Et qu'à chaque fois qu'une équipe allait à Old Trafford, elle savait déjà qu'elle allait perdre avant même de commencer un match. Et c'est bien maintenant qu'il soit parti que Manchester redéshonore son blason et Liverpool va le repasser devant. Ça va nous permettre d'enchaîner du coup justement avec le maestro de Liverpool, avec Cédric. Donc avec Jürgen Klopp, du coup, on va passer, comme tu l'as dit, au maestro. Alors moi, je vais d'abord commencer à en parler dans sa période Dortmund, du coup. Pourquoi? Parce que c'est là où on l'a découvert, entre guillemets. Et c'est là où tu parlais d'éclosion, où je pense qu'il a éclos pour le football mondial. C'est-à-dire que pas grand monde s'intéressait à l'époque à Dortmund, hein, même si bon, ils avaient eu un grand passé, ça veut bien. Ok, j'ai plus de connexion, c'est super. Il arrive, tu galères à écrire. Bon, c'est pas grave, vas-y. Non, mais c'est que ma connexion est en train de bugger, là, je comprends pas pourquoi. Et que du coup, il est allé à... Tu parlais d'entraîneurs qui n'avaient pas de grands joueurs dans leur équipe, enfin, de grands joueurs connus pour l'époque, et qui sont quand même arrivés à faire quelque chose. Bah, lui, il en fait partie, et en amenant vraiment quelque chose de neuf dans ce football, dans le monde du football, avec... c'est-à-dire une agression dès la perte du ballon. En fait, dès la perte du ballon, le travail principal de ces joueurs, c'était de le récupérer. Et je pense que c'est une philosophie de jeu qui n'avait pas été menée à son paroxysme comme il l'a fait en ce moment. Et ça, je trouve que c'est remarquable ce qu'il a fait, parce qu'on parlait de petites équipes qui ont fait des grandes choses, notamment avec Mourinho. Lui, je pense que ça en est l'archétype. C'est-à-dire qu'il n'avait pas une équipe de grands joueurs à l'époque, et il a quand même réussi à faire de très beaux parcours en Champions League, et il a même carrément chippé le titre une année au Bayern. 2 ans. Il le prend en 2011 et 2012, le titre. 2 ans. C'est ça, donc sur 2 ans. Donc c'est quand même exceptionnel quand on voit le Bayern, l'hégémonie qu'ils ont maintenant. Ils ont plus perdu depuis, ouais. C'est quand même exceptionnel d'avoir fait ça. Surtout avec les joueurs qu'il avait à l'époque qui n'étaient pas des stars mondiales. Bon, ça l'est devenu, forcément, mais à l'époque, c'était pas des. Quand on pense à des Lewandowski, des Reus, des Götze à l'époque, c'était pas les joueurs que c'est aujourd'hui. C'est ça qui est vraiment impressionnant, ouais, c'est que c'est un bâtisseur. Et c'est un peu la équipe. Et là où c'est remarquable, c'est qu'il a réussi à faire la même chose avec Liverpool. Quand tu prends des Sadio Mané, des Salah, des Firmino à l'époque, c'est personne. C'est même ils sortent de club de la Roma, de Mané qui sort de Ligue 1 pratiquement. Bon, alors, il a fait un passage, il me semble. Southampton et Firmino de Hoffenheim. C'est ça. Bah, c'était pas des gros clubs non plus. Ils n'avaient pas fait non plus des parcours exceptionnels là-bas. Et quand tu vois ce qu'il est arrivé à en faire. Pareil, Van Dijk, avant qu'il arrive à Liverpool, c'est pas le Van Dijk qu'on connaît. Alors oui, c'est un joueur très prometteur, mais il a réussi à en faire aussi le meilleur défenseur central du monde. Et pas avec les Alexander Arnold ou avec les Robertson, c'est exactement la même chose. Ouais, quand il va chercher pour 8 millions Robertson à Hull City, c'était un vrai gros coup. Et d'ailleurs, à cette époque-là, je me souviens que City
et Liverpool était en concurrence, pour Benjamin Mendy. Et au final, Klopp a dit je laisse Mendy, c'est bon, j'en veux plus. Et City finalement le recrute pour 50 millions et lui, il va sur Robertson pour 8 millions à Hull City. Quand on voit ce que fait Robertson et Benjamin Mendy depuis qu'ils sont en Angleterre, c'est pas tout à fait la même chose. Adrien? Après, Mendy est longtemps resté blessé aussi, donc Oui, justement. C'est-à-dire que c'est un peu un flop, notamment pour les blessures. oui. Non, enfin, un grand entraîneur qui avait remis sur le devant de la scène un peu face au Bayern Dortmund. Après, j'ai envie de dire qu'il a enfin gagné la Ligue des Champions qu'il méritait avec Liverpool, même s'il l'a mérité déjà avec Dortmund, hein. On se souvient de la finale perdue face au Bayern. Après, c'est un entraîneur comme ça, hein, à première vue, qui paye pas de mine, mais qui au fond a beaucoup de classe et qui sait maintenant répondre quoi qu'il advienne face aux questions des journalistes. Et ça, je pense qu'il a beaucoup de tact et je pense qu'un entraîneur doit avoir ses qualités principalement aussi. Mm. Puis ce qui est de beau avec lui, c'est que c'est vraiment un bâtisseur parce que Ouais. généralement, vous savez, vous avez toujours, par exemple, surtout sur le Guardiola, des gens qui vont dire oui, mais Guardiola, il a pris que des grosses équipes, donc qu'est-ce que ça donnerait avec une petite équipe? Bah, Klopp, lui, il a été avec des petites équipes puisqu'il a été avec Mayence quand il a commencé. Mayence, c'est un club qui avait jamais touché à la première division allemande. Et bien lui, il a réussi à les faire monter, à les installer en première division. Dortmund, à l'époque, n'était, tu l'as rappelé, Cédric, pas une très grande équipe. Il en a refait au final quasiment une des trois meilleures équipes européennes en 2013 quand ils font finale. Il bat 2 fois le Bayern en championnat. Là, avec Liverpool, pareil, quand il prend Liverpool, c'est un Liverpool qui sort d'une saison 8e de Première Ligue. Après le départ de Suarez, ça a été la cata absolue un an auparavant. Et Brendan Rodgers se fait virer après un match nul contre Everton. Et il reprend une équipe qui a la dérive complète. Et il réussit à en faire finale de Ligue Europa et de Coupe de la Ligue première année. Derrière, il fait un très bon recrutement avec les arrivées de Mané, Wijnaldum dès son premier mercato. L'année suivante, il fait venir Salah, notamment Robertson. Ensuite, il fait venir Fabinho, Alisson, Van Dijk. Et c'est que des joueurs qui, honnêtement, quand vous les voyez arriver, vous disiez pas que c'était des cadors, quoi. Même presque le nom qui avait presque le plus prestigieux, c'était Fabinho. C'est-à-dire celui qu'on connaissait le mieux en France et qui avait le plus gros pédigré quand il arrive. Et vous voyez au final que le 11 entier aujourd'hui est considéré comme quasiment les meilleurs joueurs à leur poste. Et c'est ça qui est fort et c'est ça qui est de plus en plus beau, c'est que Klopp, c'est un des rares entraîneurs qui est capable de réussir avec une petite équipe et avec une grosse équipe. Et aujourd'hui, vous n'en avez pas finalement énormément des joueurs, des entraîneurs qui ont réussi à prouver avec ces deux types d'équipes. Alors, tu as cité Mourinho. Alors attends, Au final, il y a beaucoup mais ouais. t'as dit que Klopp était arrivé en même temps que Fabinho, c'est ça? Non, que Fabinho était finalement le joueur le plus prestigieux au moment où il arrive. Non, mais Klopp est au moment déjà qu'il arrive. Oui, oui, mais je veux dire, il le signe. Il le signe en 2018 et Klopp, lui, avait signé en octobre 2015. Ouais, c'est ça. Ouais, ouais. Mais il y avait déjà plus prestigieux que Fabinho, vu qu'il a déjà fait un beau parcours. Dans les recrues. Dans les recrues. Ah, dans les recrues, d'accord. Bah, après, il y avait Fekir aussi qui a failli venir, Ouais. donc, qui au final a été avorté. Oui, après, dans les recrues, c'est vrai que Fabinho, c'est celui qui a... Alors, tu avais Van Dijk à l'époque qui, je me rappelle, avait quand même un peu fait parler, même si, bon, Oui. il a fait parler autant que s'il était transféré maintenant, c'est sûr. C'est sûr, parce que Fabinho, à l'époque, c'est un des rares joueurs qui a fait une demi-finale de Ligue des Champions avec Monaco, qui était champion de France, qui avait déjà un petit pédigré, quoi, par rapport à d'autres. Et tu me rappelles justement que quand Klopp prend Liverpool, les joueurs, on va dire, principaux Liverpool à l'époque, c'était Coutinho, c'était Anderson. Défensivement, c'était une cata absolue. Justement, là, on peut comparer, c'est par exemple sur la construction de la défense, on a comparé avec Guardiola tout à l'heure. Guardiola a complètement construit sa défense. Klopp a aussi complètement construit sa défense puisqu'il a fait l'éclosion d'Arnold. Il a recruté Matip libre, il a recruté Van Dijk, il a recruté Robertson, il a recruté Alisson. Et on voit qu'il en a fait, lui, la meilleure défense de Première Ligue, alors que Guardiola n'est jamais arrivé à ça avec sa défense, alors que Guardiola a dépensé plus quasiment. C'est vrai. Lui, c'est 50 millions minimum. C'est vrai. Je sais pas si Antonin, tu veux un petit avis sur Klopp? Oui, alors moi, juste pour compléter tout ce que vous avez dit, j'aimerais juste accorder un dernier hommage sur la saison qu'il est en train d'accomplir. Donc pour moi, cette saison est de loin, mais de très loin, la plus grande saison pour moi de l'histoire qu'une équipe ait pu réaliser. Parce que on se souvient d'Arsenal en 2004, sauf que Arsenal en 2004, sur les 38 matchs, c'est 26 victoires et 12 matchs nuls. Donc 12 matchs nuls, ils sont quand même mis en échec sur, au final, un tiers de la saison. Alors que ce que Liverpool est en train de réaliser cette année,
Alors, donc il y a eu un match nul contre Manchester United sur la phase aller, et il me semble une défaite, donc à part la défaite qui fait un peu tâche 3-0 contre Watford, il me semble, mis à part ça, ils écrasent le championnat dans le plus grand championnat du monde. Et ce qu'ils sont en train de réaliser, et après, bon, on ne sait pas ce qui se passe avec le coronavirus, mais ce qu'ils étaient en train de réaliser, c'est pour moi, sur la scène nationale, la plus grande saison historiquement qu'une équipe ait réalisée. Et d'ailleurs, tu compares à Arsenal, il faut savoir qu'en 29 matchs, Liverpool a déjà gagné plus de matchs que l'époque des Invincibles d'Arsenal. Ils en ont Voilà, 107 victoires contre 26. Donc, voilà, exactement. tu as raison de le rappeler. Et ça va nous permettre d'enchaîner du coup avec le tout dernier entraîneur que je vais vous présenter. Arrigo Sacchi, donc quand je vous disais la liste tout à l'heure des meilleurs entraîneurs de l'histoire de France Foot, il est troisième, lui derrière justement Ferguson et Michels. Alors Sacchi, il a essentiellement fait parler de lui dans le duo Milan AC Italie. Donc il prend le Milan AC, bon, il a pris quelques clubs avant, il avait pris les jeunes de la Cesena, de la Fiorentina, Parme notamment aussi en 85-87, mais donc il prend le Milan en 87. Donc pendant 4 ans, il va être champion d'Italie une fois et 2 fois champion d'Europe. Derrière, il va prendre la sélection italienne avec laquelle notamment il va faire finale de la Coupe du Monde en 94 où il perd contre le Brésil. Et en fait, ce qu'il y a de très fort, c'est que donc c'est un entraîneur italien en Italie. Et bon, vous connaissez le style de jeu italien, donc le fameux catenaccio. Et donc, c'était la pleine époque en plus de ça, puisque l'Inter, la Juve, était très fan de ça. Et donc, lui, en fait, c'est le premier entraîneur italien qui a voulu jeter tout ça. Il a dit, moi, le catenaccio, j'en ai horreur, je veux faire au contraire tout l'inverse. Donc, il part dans une formation plutôt en 4-4-2. Il jette aussi le rôle de libéraux. Vous vous souvenez, ce rôle de libéraux qu'il y avait avant. Lui, il décide d'arrêter ça. Il met 2 défenseurs centraux, et notamment des Franco Baresi, des Paolo Maldini à l'époque. Donc il a fait quand même plutôt une belle équipe. Et justement, il a construit toute cette belle équipe. Le back four, on va dire, de Milan, c'était Baresi, Costa Curta, Tassotti et Paolo Maldini. Il avait notamment aussi les 3 de devant, les 3 Hollandais avec Van Basten, Gullit et Rijkaard. Et donc, il a construit quasiment une des plus grosses équipes de toute l'histoire. Et ce qui est d'impressionnant, c'est que justement, lui, il veut certes un jeu défensif fort, comme les Italiens, mais derrière, il veut vraiment s'appuyer sur le football total. Donc, on en a parlé tout à l'heure avec les deux Hollandais. Il a voulu continuer à s'appuyer sur ce football total. Et on a parlé justement d'entraîneurs qui se mettaient en avant par rapport à l'équipe et donc de ne pas désigner de numéro 1. Lui, ce qu'il disait justement, c'était que la seule façon de construire un camp, c'est de faire en sorte que les joueurs parlent le même langage et puissent jouer un jeu d'équipe. Vous ne pouvez rien réaliser par vous-même et si vous le faites, cela ne dure pas longtemps. C'est ce qu'il avait dit. Il avait notamment cité Michel-Ange en disant l'esprit guide la main. Et donc justement, il était dans cette philosophie-là de ne pas mettre les joueurs en avant. Même pourtant, il y avait des Hollandais, là je vous ai cité des joueurs qui étaient des Van Basten, c'est quand même un triple ballon d'or. Maldini, c'est peut-être la plus grande légende du Milan AC. Et pourtant, c'est pas lui qui était, et pourtant, c'est pas eux qui étaient mis en avant. Là, Cédric nous montre la compo, donc il y avait aussi un certain Carlo Ancelotti au milieu de terrain. Et il en a fait une des plus grosses équipes, justement, en fluidifiant un jeu de passe, en ayant un mouvement perpétuel, en réussissant à refaire ce qu'avait réussi à faire Mitchell, c'est Cruyff, mais encore mieux, puisque notamment il y a un chef-d'œuvre du Milan AC où il bat 4-0 le Barça en finale de Ligue des Champions. Alors il me semble que c'était pas avec lui, mais enfin c'était en continuant sa philosophie. Donc et c'était très fort ce qu'il a réussi à faire. Lui, ce qu'il gagne est en 90, il me semble, la Ligue des Champions. Non, il gagne 89 et 90 la Ligue des Champions. Et c'est justement cette philosophie de jeu qu'il a réussi. Et là où c'est très fort, c'est que c'est aujourd'hui un entraîneur très critiqué encore en Italie. En fait, il y a 2 courants de pensée en Italie. Donc il y a tous ceux qui sont prophètes du catenaccio et donc tous ceux qui sont pour un foot un peu plus moderne, entre guillemets, où ça joue beaucoup. Et lui, ce qui est très fort, c'est que donc il a réussi à aller dire je vous emmerde à tous les entraîneurs italiens de l'époque, quoi. Et c'est le seul qui a pris à revers tous les entraîneurs italiens, et c'est très fort quand même dans son propre pays. Et justement, il n'est pas forcément enfin, il est idolâtré dans son pays, mais il est aussi détesté par certains, justement parce il a dit stop à toute la philosophie italienne. Et ça, je trouve ça assez fort d'avoir, on va dire, cette audace de réfuter tout ce que pense ton pays. Je ne sais pas si vous avez un avis là-dessus, les gars. Bah, forcément, il arrive dans une équipe aussi au Milan où je montrais la compo tout à l'heure, mais tu avais une légende par poste, quoi, limite. C'était réellement impressionnant. Alors, c'était peut-être pas le plus grand Milan de tous les temps, parce que je pense que le Milan avec Kaka, Gattuso, Maldini, Nesta, tout ça, je pense que c'était pour moi au-dessus avec Seedorf, mais celui-là était clairement monstrueux. Si je peux la remettre vite fait, voilà, c'était n'importe quoi. T'as une légende à tous les postes, quoi.
c'était pratiquement l'équipe d'Italie avec l'équipe de Hollande combinée, quoi. C'est quelque chose de monumental. Donc après, oui, forcément, c'est un grand entraîneur, mais je pense que d'avoir les grands joueurs, ça aide aussi pour mettre son système de jeu en place et pour révolutionner quelque chose. Mais clairement, il a été énorme dans ce qu'il a proposé. Ouais, mais c'est pas facile aussi parce que on connaît un peu le caractère des Hollandais qui sont souvent durs à manager et justement de réussir à manager toutes ces stars aussi dans un système de jeu propre, c'est pas forcément évident. On le voit avec certains entraîneurs actuels. C'est sûr. Antonin? Oui, alors ouais, globalement tout a été dit. Et moi je suis pas tout à fait d'accord avec Cédric. Moi je pense que c'est le plus grand Milan, le plus grand Milan des années 2000. Et je pense que c'est le plus grand Milan. Avec à l'époque, tu avais un Kaka, Gattuso, Maldini, Nesta, Dida au but. Enfin, pour moi, celui-là, si tu prends les joueurs si tu fais un match, à mon avis, entre les deux. Alors, c'est peut-être pas les mêmes époques, je suis d'accord, hein, mais je sais pas. Bien sûr, mais pour moi, c'est quand même le plus grand Milan parce que justement, cet entraîneur a réussi à les faire gagner et on va dire plus que le Milan des années 2000, même si le Milan des années 2000 a également gagné la Coupe d'Europe en 2007 et même c'était en 2003 au tir au but face à la Juventus également. Mais moi, je trouve que sur le Milan des années donc fin d'année 80, début d'année 90 était vraiment, c'était vraiment, comment dire, c'était l'équipe à abattre. C'était comme le Real Madrid quand ils ont gagné 3 Ligues des Champions d'affilée. C'était comme le Barça quand ils ont eu une période de 3-4 années juste énorme. Ce Milan-là, il était juste énorme. Et justement, pour moi, c'est cet entraîneur qui a fait, qui a fait prendre de la valeur encore plus à cette équipe, même si, bien que les joueurs soient très bons, ils n'étaient peut-être pas aussi bons que dans les années 2000. Et en plus de ça, il a transmis des valeurs d'homme aux joueurs, en fait. Au-delà de parler footballistiquement, même il a réussi à transmettre des valeurs humaines. Et il a fait grandir des personnes, humainement parlant. Adrien, un petit mot là-dessus? Je pense que tout a été dit. Après, oui, bon, le Grand Milan de l'époque. Après, bon, c'est un autre style de jeu qu'on n'a pas vu forcément s'étaler en termes de durée à partir de maintenant. Mais c'est le style italien qui a été renouvelé et je pense que c'est ce qui a pu aussi un peu caractériser l'Italie de 2006. Il y a eu un peu cette philosophie qu'on a retrouvée, mais qui était aussi d'une autre vision. Donc pour conclure, juste pour rappeler quand même que, alors il n'a pas été là tout le long parce que c'est 87-91 lui, mais donc vous parliez des deux grands Milan. C'est un Milan AC qui gagne la Ligue des Champions en 89-90, qui derrière fait finale 92, non, qui fait finale 93, finale 94 et qui refait finale en 95. Donc c'est un Milan qui en 7-8 ans va 5 fois en finale de Ligue des Champions, donc c'était pas mal du tout quand même. Donc voilà, tout ça pour conclure sur Saki. Et pour conclure du coup sur cette vidéo, donc merci Adrien, merci Ced et merci Anto d'avoir participé à la vidéo. On espère qu'elle vous a... On avait promis une vidéo un peu longue là, parce qu'on s'est dit sur les entraîneurs qu'on allait forcément en rajouter un peu parce que derrière il y a énormément d'années de carrière et énormément de philosophie à développer. Donc c'était obligé que cette vidéo soit longue. On s'y attendait un petit peu. En tout cas, on vous remercie de l'avoir suivi. Si vous aussi vous avez des entraîneurs à nous soumettre qui pour vous ont révolutionné le foot ou ont vraiment eu un énorme apport à vos yeux et dont on a un petit peu oublié le nom, en tout cas dont on n'a pas parlé là. Mais en tout cas, merci de nous avoir suivis. On vous voit en commentaire et Cédric, je te laisse faire la fin. Comme toujours, du coup, on vous invite à nous donner votre avis dans les commentaires. Essayez de repartager cette vidéo si elle vous a plu à vos proches pour venir débattre avec nous. Nous suivre sur tous les réseaux sociaux, Fréquence Sport. Et puis, on se dit à la prochaine. Salut tout le monde. Ciao. Salut tout le monde.